Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier de Pierre Ouellette et Jean-Marc Dupont sur la création d'une culture de rétroaction dans nos écoles et nos services. Je vous les présente. Jean-Marc qui est directeur des services pédagogiques pour le CECCE, avec un parcours d'enseignant, de conseiller pédagogique, de direction adjointe, de directeur d'école secondaire. Il a toujours eu une passion pour la technopédagogie et le développement des compétences du 21e siècle, notamment la pensée critique et créative. Il a facilité plusieurs projets pour son conseil scolaire, dont la migration Google, la création du plan de citoyenneté numérique, de même que la révision de la politique en évaluation. Il cherche toujours un nouveau défi et aime discuter de pédagogie novatrice. Bonjour Jean-Marc et merci d'être là avec nous. Bonjour Marc-Claude. Pierre Ouellette. Alors, Pierre œuvre au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est en tant que directeur adjoint des services pédagogiques. Il travaille de près avec les équipes de conseillers pédagogiques qui accompagnent les écoles dans une démarche collaborative qui vise l'intégration des pratiques pédagogiques à fort impact. Pierre compte plus de 24 années d'expérience en éducation et il a œuvré dans 2 provinces, dont l'île du Prince-Édouard et l'Ontario, et dans un territoire, dont celui du territoire du Nord-Ouest, où il a occupé une variété de fonctions, notamment celle de direction adjointe, conseiller pédagogique, conseiller en projets spéciaux et enseignant. Alors, merci Pierre d'être là. Merci Marc-Claude. Et je vous cède la parole, messieurs. Bon atelier tout le monde. Un gros merci. Donc, pour aujourd'hui, les résultats d'apprentissage qu'on cite dans notre atelier, puis on a pris plaisir à préparer l'atelier. On se pose beaucoup la question au niveau des stratégies à fort impact, puis de quoi ça a l'air en salle de classe, la rétroaction en étant une. Puis on constate à quel point, quand on travaille avec la rétroaction, ça devient un peu une fractale, que c'est vrai pour la salle de classe, bien entendu, avec les élèves, mais c'est vrai aussi pour les équipes écoles, puis les équipes à l'échelle des services pédagogiques aussi. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment de comprendre les fondements pour donner, recevoir et intégrer de la rétroaction de manière efficace, comprendre les éléments fondamentaux pour une rétroaction de haute qualité et à fort impact, être le plus efficace possible dans la rétro qu'on donne finalement, et de créer des contextes pour alimenter des cultures de rétroaction au sein de nos équipes. Pierre, je te laisse enchaîner. Alors, aujourd'hui, on va parler de la culture de la rétroaction. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une culture dans laquelle les enseignants, les élèves, les dirigeants adoptent les commentaires comme une boucle continue de donner, recevoir et intégrer des suggestions? Alors, quand on parle de pourquoi évaluer, il y a souvent des intentions distinctes qui s'appliquent autant pour nos enseignants qui travaillent avec les élèves, mais dans le contexte que Jean-Marc parlait d'une fractale, comment est-ce que nous, comme dirigeants, on peut aussi utiliser l'évaluation ou, si vous voulez, les principes d'évaluation pour soutenir l'apprentissage, puis aussi dans le contexte de déterminer le rendement. Donc, aujourd'hui, on va miser beaucoup sur l'idée de soutenir l'apprentissage, donc évaluer au service de ceci. Et aussi comment on cultive aussi l'idée de toujours s'améliorer et de suivre nos propres progrès en tant qu'équipe. Comme de raison, il y a toujours l'idée qu'il y a une évaluation plus formelle qui se fait aussi, mais c'est un processus qui découle du premier. En gros, quand on mise à faire une évaluation efficace, qu'on soit enseignant ou même nous, en tant que gestionnaire, c'est toujours important de clarifier puis de partager les buts, les objectifs, les résultats d'apprentissage, si vous voulez, et à quoi ressemble la réussite. Donc, si on veut que la rétroaction fonctionne mieux, c'est bien de pouvoir clarifier ces éléments-là. Ensuite, il s'agit de recueillir des preuves et orienter notre rétroaction en fonction de ces preuves recueillies-là. Mais l'évaluation fonctionne aussi entre les pairs. Alors, quand on parle d'une culture de rétroaction, comment est-ce qu'on peut aussi apprendre l'un de l'autre? Et au niveau de nous-mêmes, atteindre nos propres objectifs. Donc, que ce soit dans la salle de classe ou en tant qu'équipe école, ce sont les mêmes principes qui vont œuvrer au niveau d'une rétroaction. Excellent point, Pierre. Puis comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on essaie de communiquer par ce tableau-là essentiellement? C'est la rétroaction est importante. Tout le monde va dire oui, la rétroaction, c'est important. C'est important de rechercher la rétroaction pour pouvoir s'améliorer, soit chez l'élève ou chez le professionnel. Mais la triste réalité, c'est qu'on n'est pas super bon à donner de la rétroaction. Et donc, de façon conséquente, on n'est pas super bon à la recevoir non plus.
Donc, en tant que gestionnaire, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux créer des contextes dans mes équipes pour être un peu un modèle, modéliser l'action de donner de la rétroaction et de la recevoir. Parce que si la rétroaction vient seulement de la direction d'école ou de l'enseignant en salle de classe, ce n'est pas suffisamment de rétroaction. On ne va jamais atteindre un seuil pour créer une culture vraiment axée sur cette rétroaction-là. Donc, c'est un peu les principes qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Les questions qu'on se pose finalement, à savoir comment on crée ces contextes-là, comment on crée ces cultures-là où la rétroaction est permise et elle est appréciée. Donc, dans un premier temps, on fait une petite mise en situation. On vous lance la balle maintenant. Un membre du personnel d'une de vos écoles vous dit que la rétroaction n'en vaut pas la peine car c'est long à faire et les élèves ne l'utilisent pas. Que lui dites-vous? Donc, on prend un petit moment de réflexion. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez soit dans le clavardage mettre une première réaction ou encore mieux prendre la parole et puis partager un peu vos réflexions face à ça. Et puis mon collègue Pierre va les inscrire dans la présentation en temps réel. Donc, encore une fois, un membre du personnel, ça vous est certainement jamais arrivé dans vos écoles, mais un membre du personnel vous dit que la rétroaction n'en vaut pas la peine car c'est long à faire, j'y investis plein de temps, puis les élèves, finalement, ils s'en servent pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre pour créer, dans l'optique de créer une culture axée sur la rétroaction? On commence avec nos petites questions en passant. C'est une grande question, c'est certain. Là, vous allez me pardonner parce qu'on est surtout en Google Meet habituellement. Fait que je vois les initiales des gens en bas de page et je vois que LB a levé la main. Donc, prends la parole, gêne-toi pas, LB. C'est Lynn Breton, Jean-Marc. Bonjour, Lynn. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour. Je pense que dans un premier temps, j'aurais tendance à lui poser la question comment est-ce qu'elle fait pour offrir la rétroaction, pour comprendre le pourquoi qu'elle trouve ça long. Ça serait ma première question à poser pour que, parce que si on veut l'appuyer, on veut savoir comment est-ce qu'elle le fait déjà. Absolument, bon point. Donc, partir par le comment. Puis, admettons qu'on se pose la question de comment, puis on voit d'excellents commentaires sur la copie de l'élève, mais le commentaire demeure que la copie se retrouve au recyclage sans qu'on aille absorber la rétro. Ton commentaire. Allô, Jean-Marc? Salut. Hélène Rancourt, peux-tu remettre la question sur l'écran? Oui, absolument. Je suis visuelle. Ah non, c'est bon. Et voilà. Je peux partager. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est prêt à partager. Ah, Il faudrait questionner peut-être quel type de rétroaction que tu donnes. Est-ce que c'est de la rétroaction pour le niveau de l'élève tel quel? Est-ce que tu as une banque de rétroaction que tu utilises? Est-ce que c'est générique? Est-ce que tu peux aller cliquer, les insérer? Donc, quelle sorte d'outils que tu utilises? Mais vraiment, comme si c'est trop de rétroaction, évidemment, l'élève va être surchargé. Donc, peut-être le point clé le plus important, le point le plus fort, le point le plus à améliorer. Excellent. Donc, limiter un peu la rétroaction au point essentiel, au point qui serait le plus critique dans l'amélioration de la note, bien entendu. Puis, je reprends l'idée aussi, on peut enchaîner, je reprends l'idée que si l'enseignant, c'est la seule personne qui donne la rétroaction dans la salle de classe, c'est certain que c'est laborieux. Parce que, tu sais, dans le meilleur des situations, il y a 24 élèves, puis on s'entend que dans d'autres contextes, il y en a 35. Puis s'il y en a 35 d'eux, puis un de toi en tant qu'enseignant, c'est vrai que ça peut être long. Moi, j'étais dans un contexte d'une école secondaire où j'avais 97 membres du personnel. Si c'est à moi en tant que direction de donner de la rétroaction personnalisée aux 97 membres du personnel, je vais peut-être y arriver, tu sais, mais juste quelques fois par année.
Tandis que si je bâtis vraiment une culture d'efficacité collective dans l'école, les gens peuvent se fournir et se donner cette rétroaction-là. Pierre, si tu veux enchaîner. Oui, certainement. Donc, je suis en train de noter dans le diaporama, donc dans la version finale, vous allez avoir les constats. Merci beaucoup pour les excellents constats. Donc, la première chose aussi qu'il faut réaliser, c'est qu'une rétroaction donnée n'est pas nécessairement une rétroaction reçue. Alors, des fois, on passe beaucoup de temps à donner de la rétroaction, mais si on sent que l'élève ne la réutilise pas ou qu'en quelque sorte, on essaie d'aider quelqu'un qui ne réinvestit pas ce qu'on fait, ça ne nous incite pas autant à en donner aussi, là, parce que ça devient ardu comme travail et comme il n'y a pas beaucoup de résultats qui en découlent, il faut, ça vient influencer un petit peu la perspective qu'on peut avoir aussi. Donc, peut-être des fois, le point aussi à travailler, ce n'est pas juste l'idée d'en donner, mais c'est de voir comment on peut aider les gens à l'utiliser puis mettre les chances sur notre bord que les gens l'utilisent. Donc, la rétroaction, c'est une pratique pédagogique à fort impact qui pourrait avoir un impact autant positif que négatif. John Hattie parle que c'est une pratique à fort impact qui est variable et complexe. Pourquoi est-ce que ça pourrait avoir un effet positif ou négatif? En fait, les recherches démontrent qu'une rétroaction sur 3 peut avoir un effet négatif. Donc, c'est quand même assez important comme constat. Céline, Pierre, encore. Oui. Je pense que du côté, je vais y aller du côté positif. Je pense que ça permet, puis je ne vais pas juste dire aux enseignants parce que les directions, quand ils offrent une rétroaction, les directions, quand ils offrent une rétroaction aux enseignants, c'est des pistes d'amélioration. Il faut tenir compte du timing aussi. Alors, si tu remarques quelque chose ou tu veux offrir des pistes d'amélioration, mais tu attends 2 semaines avant d'informer la personne, puis l'enseignant ou l'élève, je pense qu'au niveau d'efficacité de la rétroaction, ça peut diminuer le plus longtemps que tu attends le moins d'impact que ça peut avoir sur la réussite ou l'amélioration. Alors, c'est au niveau du positif, c'est vraiment pièce d'amélioration. Critique constructive. Oui, merci, Lynn. Je vois Puis un en commentaire. du pouce sur un commentaire qui a eu lieu pour la première question de Simone Saint-Pierre. Est-ce que tu as demandé à tes élèves ou aux membres du personnel finalement de se fixer des objectifs? Tu fais-tu de la rétroaction en fonction de ces objectifs-là? Si la rétroaction est trop large, pour faire du pouce maintenant sur la question à comment ça peut avoir un effet négatif, des fois, ça peut être perçu comme une critique qui est plus ou moins constructive. On ne se sent pas comme si on fait bien les choses. Donc, très important de quand même valoriser les bienfaits puis de cibler la rétroaction sur des éléments que la personne a identifiés comme voulant s'améliorer. Je pense que c'est critique. Oui, tout à fait. Donc, l'idée quand on parlait tantôt, on partage un peu les attentes, puis on s'entend ensemble qu'on travaille sur quelque chose. Ça l'ouvre la porte justement à recevoir de la rétroaction à l'intention de ce que on travaille ensemble et ce que la personne veut recevoir. On a fait, nous autres, à un moment donné, un projet où justement, on avait cette idée-là qu'on allait donner de la rétroaction aux enseignants, puis on est allé un petit peu trop large, puis ça n'a pas eu l'effet qu'on aurait voulu, parce que justement, il faut vraiment s'assurer que les gens veulent recevoir la rétroaction et prendre le temps de leur demander sur qu'est-ce que tu veux que j'observe, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, sur quoi tu travailles. Parce que si le prof est fier de faire quelque chose, puis nous, on voit d'autres choses sur lesquelles il n'a pas travaillé. C'est vraiment, ça a un effet inverse, puis ça peut vraiment démotiver ou décourager. Justement, il y a une enseignante récemment ma conjointe disait qu'elle travaille vraiment fort, puis elle a reçu une rétroaction, puis
Elle avait pleuré toute la fin de semaine. Puis je dis, oui, il faut vraiment faire attention des fois parce que dans nos intentions, on veut bien faire, on veut aider les gens. Mais si le terrain n'est pas prêt, puis il n'y a pas un contexte pour ça, bien, ça peut avoir un effet contraire. Puis je suis certain que personne ne fait ça par exprès, mais c'est des effets des fois qu'on peut ne pas voir. Donc, il y a un livre qui s'appelle Thanks for the Feedback. Puis le gros du livre, c'est que c'est pas facile de recevoir de la rétroaction. Puis c'est un petit peu ça le message, mais si on est capable de passer par-dessus le fait que des fois la rétroaction ne sera pas parfaite ou elle ne sera pas facile à accepter tout le temps, les gens qui semblent pouvoir l'accepter, même quand elle est mal donnée ou est hors contexte, puis l'utilisent comme un levier pour creuser puis voir ce qu'ils peuvent ressortir de ça, ont tendance à s'améliorer puis développer une certaine résilience qui leur permet d'atteindre la qualité, si vous voulez. Parce qu'ils disent les obstacles au niveau de pourquoi la rétroaction est difficile à prendre, c'est que ça peut avoir, surtout quand ça touche notre identité, la perception de soi, ou on l'aperçoit comme pas fondée. Fait que si on arrive dans un temps puis on regarde dans la classe puis on voit des choses, il faut aussi se dire qu'on n'était pas là avant, on n'était pas là après. Il faut revenir plus qu'une fois parce que si on dit quelque chose basé juste sur ce qu'on a vu dans le moment présent, puis la personne perçoit ça, bien, oui, je le fais ça, mais tu n'étais juste pas là quand je le faisais. Puis la rétroaction n'est pas perçue comme utile. Puis c'est certain que les relations, la culture de l'école, tout ça, c'est important au niveau de qui donne la rétroaction. Fait que si on établit des liens forts avec les gens ont plus tendance à recevoir la rétroaction. C'est pour cette raison-là qu'on veut être conscient des obstacles pour pouvoir en tenir compte lorsqu'on veut donner de la rétroaction à notre personnel. Je pense de manière pratico-pratique, ici, Pierre, quand je pense aux accompagnements que je faisais avec les enseignants de mon école, puis les membres de notre équipe, ça me fait penser beaucoup au triangle de Wayne Holly au niveau du triangle d'influence de see, do, get, la façon qu'on perçoit les choses, les actions qu'on pose et puis les résultats obtenus. On passe beaucoup de notre temps à essayer de changer les impressions des gens dans le see, dans la perception des choses. C'est pas pour dire qu'on n'a pas de pouvoir d'influence à ce niveau-là, mais comme tu dis, quand on s'attaque à la perception ou aux croyances des gens, c'est un travail beaucoup plus difficile que quand on cible notre rétroaction au niveau des actions posées. Puis en posant différentes actions, puis en donnant de la rétroaction, puis en bâtissant cette confiance-là, on obtient différents résultats. Et puis c'est là où les perceptions peuvent se mettre à changer un peu. Donc, d'en être conscient en tant que leader, c'est très important de savoir pourquoi que les gens n'acceptent pas ma rétroaction ou pourquoi que c'est plus difficile de percer avec certaines personnes. Est-ce qu'on s'attaque vraiment à l'action, au geste, ou est-ce qu'on s'attaque aux croyances, aux valeurs puis aux perceptions? C'est beaucoup plus difficile de faire cheminer les gens dans le deuxième que dans le premier. Et l'ironie de la chose, c'est que les recherches, en tout cas autour de l'erreur, semblent pointer vers le fait que plus on est confiant dans ce qu'on fait, et dans le sens que qu'est-ce qu'on fait est peut-être erroné, plus l'information colle lorsqu'on a un moment où on dit « Oh, je viens de comprendre ». Puis c'est ça l'idée, c'est comment on fait pour cheminer là-dedans, alors que faire des erreurs, c'est pas toujours le fun. Ça vient chercher quelque chose en nous, puis on ne fait pas les choses pour mal faire, mais si on est capable de cultiver l'erreur semble être un ingrédient important dans l'apprentissage qui fait en sorte qu'on apprend encore mieux et plus profondément. Donc, tolérer des erreurs, ça crée des opportunités d'apprentissage, mais ce n'est pas facile. Donc, en fait, les participants ont mentionné plusieurs éléments qui mènent à une rétroaction efficace. Puis la deuxième partie de la présentation vraiment cible à décortiquer un peu ces éléments-là, puis donner des exemples concrets à quoi ça peut ressembler dans des contextes réels. Mais vous avez mentionné, il faut être bienveillant dans notre rétroaction. Il faut avoir une certaine crédibilité. Il faut être clair dans les objectifs et dans les attentes. Puis au niveau de la communication, je pense que c'est un art qui est moins exploité, moins maîtrisé dans notre domaine. Très important de bien communiquer tout au long de ce processus-là. Voulais-tu parler du livre un peu, Pierre? Oui, je pense qu'en quelque part, quand on parle de la rétroaction, c'est pas juste le fait de... On a beaucoup au début dit on doit en donner une en temps opportun, rapidement, clair, spécifique. On a beaucoup misé sur le fait de comment la formuler au niveau de la communication. Mais finalement, ce qu'on dit, c'est que la rétroaction, puisque c'est une pratique à fort impact variable et qui a une certaine complexité,
qui n'est pas aussi simple c'est pas aussi simple que juste la donner. Donc, comment est-ce qu'on aide les gens à la recevoir? Bien, il faut tenir compte justement d'un climat bienveillant. Il faut bâtir une certaine crédibilité, autant l'enseignant dans sa salle de classe avec ses élèves que nous comme leaders auprès de notre personnel. Il faut s'entendre sur c'est quoi que ça a l'air, la réussite, pour que ça soit transparent. Puis à ce moment-là, quand on communique notre rétroaction spécifique claire en temps opportun, elle est mieux reçue parce que le contexte dans lequel on travaille crée cette culture-là au niveau de l'adoption de l'erreur. Puis on va parler un petit peu de ces 4 éléments-là. Donc, ça travaille tout ensemble. Alors, le titre du livre, How Feedback Works, c'est qu'il faut faire travailler certains éléments ensemble pour optimiser l'impact. Dans un premier temps, la bienveillance. L'ironie de la chose, moi, j'étais à une école secondaire où on s'est fait de nommer l'école de la bienveillance parce qu'on avait un programme de bienveillance avec les élèves. Ça ressemblait drôlement à SCP pour les conseils qui ont adopté l'approche. Puis le constat qu'on a fait, c'est si on veut que les enseignants soient bienveillants envers les élèves, ben nous, en tant que membres du personnel, il faut être bienveillants envers chacun d'entre nous. Donc, pour tisser le lien avec la rétroaction, évidemment, la rétroaction fonctionne mieux quand il y a une atmosphère de confiance et de respect mutuel, soit dans la classe ou dans le contexte de travail. Ici, j'aimerais juste faire une parenthèse aussi pour les directions qui participent à l'atelier. Je pense que c'est important quand on parle de rétroaction et on veut être un accompagnateur des membres du personnel. Il y a une distinction à faire dans notre rôle de superviseur puis notre rôle d'accompagnateur. De la même façon, quand on est en train d'interagir avec les membres de nos équipes, il faut se poser la question, est-ce que l'amélioration de la personne ne se fait pas? Est-ce que c'est par manque de savoir-faire ou est-ce que c'est par manque de volonté? Puis je tiens à le dire parce qu'à un moment donné, il faut que la personne ait une volonté de vouloir s'améliorer. Autrement, on tombe plus dans un rôle de supervision et ça devient un peu du disciplinaire à ce moment-là. Puis il y a d'autres processus. Mais je pense que c'est important de se poser la question, est-ce que la personne ne veut pas ou est-ce qu'elle ne peut pas? Et si la personne ne peut pas, ben, c'est question de vraiment essayer de l'équiper avec tout l'appui potentiel pour pouvoir amener un meilleur résultat. C'est comme ça qu'on crée les cultures, justement, axées sur la rétroaction, axées sur l'apprentissage continu. Ici, c'est le tableau de John Hattie qui parle des pratiques pédagogiques à fort impact avec la distribution des tailles d'effet. Quand on regarde ça, puis on voit toutes les pratiques, là, vous ne voyez pas tout l'ensemble du tableau. Si je fais ça comme ça, faut pas voir un petit peu plus le bas. Bref, ce que ça veut dire, c'est que toutes les pratiques pédagogiques fonctionnent à améliorer le résultat de l'élève jusqu'à un certain point. Le fait qu'on se penche sur notre pratique va améliorer le résultat des élèves jusqu'à un certain point. Ce qui est important, puis la raison qu'il y a ce genre de tipping point ou hinge point dans les méta-analyses de John Hattie, c'est pour dire qu'on peut cibler des pratiques qui sont plus efficaces que d'autres si on est pour commencer à se questionner sur notre propre amélioration. Donc, dans une culture de rétroaction, c'est ces genres de questions-là qu'on se pose. Et puis, la rétroaction, en fait, corrige-moi, Pierre, mais elle est quand même très haute. Elle est cotée très haute. Je pense que c'est du 1.27 ou 1.7, 1.7. Oui, elle a un petit peu baissé. Je pense que c'est 0.62 maintenant. Puis, oui, c'est ça. Puis, ils ont même fait une étude encore plus poussée où elle tombait à 0.4 quand ils éliminaient certaines méta-analyses ou les duplicats. Mais c'est là qu'ils constatent que la complexité fait que la rétroaction peut aussi pas fonctionner facilement. Mais quand elle fonctionne bien, on s'entend que ça a un impact très grand et nécessaire. C'est quelque chose de nécessaire à cultiver dans nos écoles. Puis c'est ça, fait que dans le fond, quand on parle d'un côté andragogique, les enseignants font des choses qui fonctionnent. Puis dans la plupart des cas, c'est de dire, ben ça fonctionne bien, mais pour certains élèves, ça ne fonctionnera peut-être pas. Puis est-ce que leur coffre à outils est équipé? Puis comment est-ce qu'on peut les aider à migrer vers des pratiques encore à plus grand impact? Si ça fait peut-être pas partie de leur trousse parce que ça rejoindra peut-être pas autant d'élèves si on ne mise pas sur ces pratiques-là. Mais ça ne veut pas dire que les pratiques à gauche ne sont pas efficaces pour certains élèves dans certains cas, mais comment on fait pour aider les gens à dire de partir de qu'est-ce qui fonctionne à qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Exact. S'en tenir dans des observations objectives, puis essayer de se tenir loin de l'anecdotique, justement, dans les constats qu'on prend, puis les décisions qu'on prend. Donc, finalement, pour citer
John Almerode, mais aussi par l'entremise de Marc Zano au niveau des écoles efficaces. Si une personne ne se sent pas en sécurité dans leur environnement d'apprentissage, c'est beaucoup plus difficile pour eux autres d'apprendre ou d'être dans une posture d'apprenant. Donc, apprendre des tâches difficiles, ça se fait moins bien. Être prêt à faire des erreurs, on n'ose pas prendre de risques parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Et considérer les erreurs comme des opportunités de croissance, très difficile quand on n'a pas établi un climat scolaire de confiance et de bienveillance où est-ce que l'erreur est permise. Je pense que c'est vrai aussi, juste pour clore au niveau de la bienveillance, c'est vrai pour les équipes écoles aussi. La question qu'il faut se poser en tant que gestionnaire, c'est comment est-ce qu'on a créé des cultures de bienveillance dans nos écoles, dans nos équipes écoles, pour que ces cultures-là soient reflétées en salle de classe. Donc, est-ce que le risque est permis, le risque calculé, est-ce que c'est permis dans nos équipes écoles? Est-ce qu'on encourage les gens, les membres de notre personnel à prendre des risques et à essayer des choses différentes? C'est comme ça que les enseignants, à leur tour, vont éviter l'erreur dans leur salle de classe avec leurs élèves. Au niveau de la crédibilité, Pierre, je te laisse poursuivre. Oui. Alors, le deuxième facteur à considérer, c'est la crédibilité. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par la crédibilité? Bien, est-ce qu'on dégage un élément de confiance? Est-ce que le personnel vraiment ressent qu'on est là pour les aider et qu'on a leur intérêt à cœur? Donc, ça, c'est un élément important que les gens vont percevoir. Puis, en même temps, bien, est-ce que les éléments sur lesquels on travaille vont être les éléments sur lesquels on va discuter. Ça c'est des éléments de confiance aussi à considérer parce que si on commence à parler d'autres choses, puis le prof s'en attend pas, le personnel s'en attend pas parce qu'on a dévié, puis on est arrivé là pour parler de peut-être les critères, puis on est en train de parler du vestiaire, puis comment ça ne fonctionne pas, mais ça ne dégage pas nécessairement de la confiance. Donc, tantôt, je pense, Lynn, tu disais le timing, puis tout ça, il faut s'assurer qu'on est conscient de ça, puis qu'on élabore une certaine confiance qu'on va travailler ensemble autour des objectifs qu'on s'est fixés et si on a à dévier, on va le faire dans un autre contexte, surtout si c'est comme dans un contexte de rétroaction et de collectivité. Aussi, la compétence. Des fois, les profs vont dire « Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de faire ça » ou « Je ne comprends pas pourquoi on me demande de ça ». Ils me disent qu'on n'a pas le droit de faire X. Si on n'est pas capable de vraiment répondre à ça, on ne peut pas orienter, on peut percevoir ça des fois comme de la résistance du prof, mais on peut aussi voir ça comme le prof, il réfléchit puis il ne comprend pas le sens de ce qu'on demande. Alors, nous autres, par exemple, je suis dans une CAP puis j'entends un enseignant dire « Je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est pas correct de surligner les données principales, de faire les étapes, de reprendre les mots pour répondre dans un problème de mathématiques. On me dit de ne pas faire ça. » Puis je sens vraiment que c'est quelqu'un qui cherche le sens parce qu'elle dit « Moi, je vois que ça fonctionne. » Fait que c'est là où il faut être capable de peut-être poser une question puis dire ben, c'est parfait, je peux voir que pour toi, ça fonctionne, puis tu vois des résultats. Je comprends que ça touche peut-être une mise en application, ça va chercher des éléments de communication, puis ça aide les élèves à répondre. Mais je vois peut-être moins la discussion des concepts mathématiques dans ce que tu dis. Quel concept travaillez-vous en ce moment? Puis ça m'est arrivé. Puis là, l'enseignante a dit ouais, c'est vrai, j'aurais de la misère à répondre à ça. On parle peut-être pas assez de concepts. Ah oui, OK, alors peut-être qu'on pourrait en faire plus, puis j'ai vu un changement, puis tout de suite, elle a embarqué. Mais si on n'est pas capable de répondre à ces questions-là, puis on avance des choses sans être trop nous-mêmes sûrs de ça, il faut être transparent puis le dire, puis peut-être dire on va revenir, on va s'informer, c'est une bonne question. Je ne peux pas répondre, mais on va avoir quelqu'un qui va venir nous en parler. Ce n'est pas nous qui devons tout savoir, mais on doit faire attention qu'on ne tombe pas dans les pièges de juste dire ah, c'est très magistral ou les jeunes sont en activité, c'est automatiquement bon. Il faut réfléchir aussi à l'apprentissage qui découle de ça, pourquoi ça se passe de même, pourquoi ça fonctionne pour le prof et voir si c'est quelque chose qui est juste dans un moment donné où c'est très pertinent que ça soit fait comme ça aussi, puis qu'il y a de la variété aussi au niveau des approches. C'est certain que le dynamisme aide, notre attitude positive, notre leadership positif, ça a un rôle. Donc, si on manifeste de l'enthousiasme autour, non seulement de nos objectifs, mais quand on est capable de monitorer qu'on avance aussi, c'est vraiment utile pour encourager l'équipe à avancer. Donc, ça aussi, ça encourage le monde. Puis, l'idée de l'immédiateté, c'est l'idée d'être accessible. Fait que des fois, je sais que moi, comme chez nous, quand mes enfants arrivent de l'école, puis c'est frais dans leur tête, ils ont plein de choses à dire, mais une heure plus tard, on dirait que
ils n'ont plus rien à dire. C'est cette idée-là d'être accessible, de sentir que des fois, quand les gens ont une question qui est là, qu'on est accessible. Puis c'est pas toujours possible, mais s'il y a un père ou quelqu'un d'autre aussi qui peut orienter, bien, ça peut aider aussi. Toute notre position du corps, tout ce qui est non-verbal aide aussi. De fait que cette idée-là que les gens sentent qu'ils sont proches l'un de l'autre, ça a un impact aussi. Alors, il y a un livre qui a été traduit justement de l'équipe Harry qui parle de ces 4 éléments-là au niveau de développer des relations avec ses élèves dans ce contexte-là. Puis nous, on l'a un peu transposé au niveau de comment nous, comme direction, on peut aussi développer des relations avec notre personnel afin de mieux collaborer et développer l'efficacité collective de l'équipe. Justement, Pierre, puis pour traduire de manière concrète dans la réalité d'une école, tu sais, quand on encourage la planification, on révise la planification des leçons de nos enseignants, quelle place est-ce que la rétroaction joue dans la planification de cette leçon-là? Nous-mêmes, quand on planifie nos rencontres d'équipe, quelle place est-ce que la rétroaction occupe? Quand on fait des rencontres du personnel, par exemple, est-ce qu'on mobilise les membres du personnel à s'offrir et à se donner de la rétroaction entre eux? Ça reprend le principe que si l'enseignant est la seule personne à donner de la rétroaction à ses élèves, il n'arrivera probablement pas à rejoindre les critères d'une bonne rétroaction. De la même façon que si la direction, c'est la seule personne chargée à donner de la rétroaction aux membres de son personnel, ça va être difficile, surtout dans certaines plus grosses écoles, ça va être difficile de rejoindre chaque membre du personnel. Donc, de le planifier à vraiment les structures existantes et de valoriser cette rétroaction-là pour que les enseignants puissent se donner de la rétroaction entre eux. C'est comme ça qu'on travaille vers une efficacité collective, à mon avis. Pour ce qui est de la clarté, on en a déjà beaucoup parlé, mais essentiellement, quand c'est pas clair, on ne sait pas envers quoi on travaille. Puis pour reprendre un peu l'exemple de Pierre tantôt, quand les élèves sont debout en classe, donc sont engagés. Une petite anecdote au niveau de notre PAE, où est-ce qu'en numération, on voulait travailler les surfaces verticales. Et puis là, c'était rendu, faut utiliser les surfaces verticales, les tableaux blancs. Puis quand on monitorait, puis on allait observer, on remarquait que les enseignants faisaient des révisions en sciences au tableau blanc entre collègues, mais ça aurait été beaucoup plus efficace de faire la tâche au siège, puis juste de rapidement comparer les réponses. Donc, on avait perdu un peu de vue l'intention pédagogique derrière la stratégie pédagogique. Puis finalement, ça me communique qu'on n'a pas été clair et explicite dans les objectifs d'apprentissage, dans les critères de réussite pour la stratégie et pour l'élève, bien entendu, et une compréhension commune. Puis là, ça revient à la crédibilité au niveau des stratégies qui vont être utilisées pour recueillir les preuves d'apprentissage. Puis ça, c'est vrai pour les élèves de la salle de classe, mais c'est aussi vrai pour les membres du personnel. Quand on parle de monitoring, quand on parle d'amélioration continue, est-ce que les membres du personnel savent c'est sur quoi qu'on va se baser quand on vient marcher la salle de classe, quand on veut observer les stratégies pédagogiques en action, c'est quoi qu'on cherche à voir? Puis il faut qu'il y ait une cohérence entre les actions qui sont posées dans la salle de classe et puis l'intention pédagogique de l'enseignant, bien entendu. Mais ça vient seulement quand on a une crédibilité et une bonne compréhension de notre matière et de la stratégie pédagogique qu'on veut observer. À partir de là, on est capable de donner, une fois que c'est clair, que tout le monde est d'accord sur ces principes-ci, c'est beaucoup plus facile de générer des commentaires ou offrir une rétroaction plus ciblée, encore une fois en fonction d'actions tangibles et non pas des perceptions ou des croyances fondamentales. Beaucoup plus facile d'attaquer les actions tangibles parce que c'est ça qui va donner différents résultats. Puis ce sont ces résultats-là différents qui vont influencer la perception puis les valeurs des gens. OK, on vous lance en réflexion. Donc, un membre du personnel vous dit que les élèves n'arrivent pas à trouver les critères qu'ils souhaiteraient qu'ils soulèvent lors de la co-construction de critères. Donc, qu'est-ce que vous lui dites? L'enseignant, il vous dit essentiellement, écoute, c'est bien beau, j'aimerais ça co-construire les critères avec mes élèves, mais ils n'arrivent pas à trouver les bons critères, mes élèves. Ça prend vraiment très, très, très longtemps. Puis, je gaspille beaucoup de temps de matière où est-ce que je pourrais être en train d'enseigner du contenu. Donc, qu'est-ce qu'on dit à cet enseignant-là pour l'aider puis l'équiper dans la priorité de l'école, probablement qui est la co-construction de critères dans ce cas ici? On vous écoute. Là, ne parlez pas tout en même temps. Là. Vous pouvez utiliser le clavardoir aussi.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'enseignant? Hélène, tu partages l'enseignement explicite en début d'année et année après année, créer une culture. J'imagine, si je tisse le lien avec la question, ici, on veut dire peut-être utiliser du modelage, utiliser de la modélisation pour les enseignants pour voir comment faire une co-construction de critères de manière efficace. D'autres commentaires face à ça? Oui, modeler, évidemment. OK, c'est parfait, merci. En fait, c'est un peu une question piège. Donc, quand on parle de la co-construction des critères, puis on réfléchit à l'apprentissage des élèves, est-ce que c'est fondamentalement nécessaire qu'on co-construise les critères à chaque fois? Puis pourquoi c'est important de co-construire les critères dans certains contextes? Donc, comme point de départ, le constat important à faire, c'est du jour au lendemain, tu ne peux pas arriver dans une salle de classe où est-ce que les élèves ont toujours été dit quoi faire, que les critères viennent seulement sur la grille d'évaluation après l'évaluation. Je sais que ça ne se passe pas dans nos écoles, ça, mais tu ne peux pas prendre cette culture-là, puis là, tout de suite, du jour au lendemain, commencer à co-construire des critères avec les élèves. Ça serait l'équivalent de prendre quelqu'un qui est un très bon nageur, puis de te dire, OK, demain, tu t'en vas jouer au baseball, puis je m'attends à ce que tu frappes un coup de circuit. Ce sont des choses qui se pratiquent puis qui doivent se développer. Puis je pense que les principes d'étayage et d'échafaudage ici peuvent venir appuyer l'enseignant qui n'arrive pas à co-construire les critères avec ses élèves. Des pistes du genre, pourquoi tu n'arrives pas avec 2 critères déjà créés et puis qu'on invite la salle de classe à créer un 3e critère complémentaire? Ce qui est important réellement, est-ce que c'est qu'on co-construise des critères ou est-ce que c'est que les élèves comprennent et soient capables d'expliquer les critères? Fait que de recadrer un peu l'objectif, d'être explicite dans nos attentes et puis de donner des pistes d'étayage, je pense que c'est des clés pour justement amener le personnel à avoir un changement au niveau des actions tangibles. Encore, le plus qu'on le fait avec les élèves, on va obtenir différents résultats parce que les élèves, évidemment, vont mieux comprendre et communiquer les critères et techniquement, les résultats devraient s'améliorer si les attentes de l'enseignant sont plus claires en fonction des élèves. Un membre du personnel vous dit que co-construire les critères prend beaucoup trop de temps à faire, mais on a déjà donné des pistes de solutions. Et puis, comment est-ce qu'on peut rendre les critères plus clairs? Pierre, je te laisse parler un peu du livre de Success Criteria. On est des gros fans de John Almarold, c'est clair. Puis, il y a Douglas Fisher, Nancy Frey, c'est plusieurs de leurs livres qu'on a valorisés aujourd'hui. Oui, merci Jean-Marc. Puis, dans le fond, au début, on travaillait beaucoup avec Sandra Herbst qui a mis beaucoup d'emphase sur l'idée de co-construire les critères. Puis, elle-même disait, il ne faut pas le faire tout le temps, il faut le faire quand ça compte, puis quand on peut réutiliser ces critères-là tout au long de l'année. Comme par exemple, si on parle de comment rédiger un bon texte, les critères vont être utiles tout au long de l'année. Ça devient un facteur dans lequel on peut travailler. Puis, quand on avait fait la révision des 5 champs chez nous au niveau de la transformation, on l'avait défini, on avait eu l'occasion d'envoyer ça à l'équipe. Puis, John Hattie nous avait donné de la rétroaction, puis il disait, je vois beaucoup de co-construction de critères dans vos démarches, mais ce n'est pas la seule façon de rendre les critères clairs. Puis, c'est là qu'on a eu un peu nous-mêmes un aha moment en disant que, dans le fond, il y a plus qu'une façon de rendre. L'idée, c'est de rendre les critères clairs pour tout le monde. Puis si on est capable de faire ça, bien, on atteint quand même une transparence, puis on va avoir des bons résultats. Et il disait que la co-construction de critères est une des manières de rendre les critères clairs. Une autre, c'est de les formuler dans un langage pour les élèves. Donc, des énoncés je peux, nous pouvons, qui parlent vraiment à l'élève. Donc, souvent, nous, on travaille avec des outils d'enseignants, mais à quoi pourrait ressembler un outil pour l'élève au niveau de rendre les critères explicites puis pouvoir réfléchir sur l'atteinte ou pas de ces critères-là en termes d'auto-évaluation. Une autre façon, c'est d'utiliser des genres de rubriques ou des exemples, des modèles de quoi a l'air la réussite, puis des modèles de comparaison aussi. Donc, on peut appeler ça une genre de rubrique, mais ce que ça peut donner, c'est un bump it up wall, là, un mur où on peut voir la progression, de quoi ça a l'air quand c'est mieux fait. Donc, ces éléments-là, il y a différents types de rubriques, mais ça devient un autre outil qu'on peut utiliser
pour rendre les critères davantage clairs. Sandra Hurst misait beaucoup sur le modelage aussi pour co-construire les critères. Donc, je vais faire des erreurs, essayer d'identifier ce qui va bien, ce qui va moins bien. Alors, il y a des éléments comme ça. Jean-Marc, si tu veux juste me montrer le cinquième. Le cinquième, c'est la co-construction. Il y en a un qui m'échappe. C'est, ah oui, les copies types. Puis ça aussi, on peut s'en servir pour co-construire les critères, mais on peut aussi leur montrer de quoi ça a l'air, la réussite, en leur montrant un exemple ou un modèle justement de quoi ça a l'air. Fait que des fois, le modelage, ça va être une action au niveau d'un processus, mais des fois, ça peut être aussi un produit qu'on peut examiner ensemble. En fait, il y a une autre pratique à fort impact dans les pratiques de Hattie. C'est des fois plus facile de prendre un problème qui est déjà résolu, puis d'en parler, puis voir pourquoi on trouve que c'est une bonne résolution. Quels sont les éléments qu'il y a là-dedans? C'est une façon d'échafauder ou d'étayer le travail parce que ce n'est pas eux qui l'ont produit, mais ils doivent y porter un regard. Puis à partir de là, on peut avoir des bonnes discussions, dire qu'est-ce que cet élève-là fait bien? Puis pourquoi on pourrait considérer ça comme une bonne résolution de problème ou une bonne réponse? Puis là, les élèves vont sortir des éléments qu'on peut réinvestir par la suite. Fait que si je lui dis, voici une bonne conclusion, quand tu regardes la tienne, comment tu les compares, puis qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu préfères pour l'améliorer? Puis là, les élèves ont un modèle, puis ils peuvent retourner. Alors, c'est ces éléments-là où des fois, tu leur en donnes 2, 3, puis tu dis classe-les en ordre du moins bon au meilleur. Puis ensuite, qu'est-ce que tu peux faire quand tu retournes à ta conclusion pour la rendre davantage meilleure? Parce que tu as vu des parcours, des exemples et des contre-exemples. C'est la même chose au niveau de l'accompagnement des adultes dans l'école, au niveau des enseignants de notre école. La rétroaction, ce qu'on voit, c'est que la relation est beaucoup moins linéaire qu'on le pense. C'est pas juste la direction qui parle à l'enseignant et qui lui donne des conseils, mais c'est vraiment une relation bouclée où est-ce qu'il y a une conversation, il y a un questionnement, puis il y a une évolution au niveau des deux personnes dans l'acte de la rétroaction. Ici, c'est la nature un peu des rétroactions qu'on donne. On prend ici un exemple d'une salle de classe. C'est peut-être des choses qu'on observe quand on accompagne notre personnel enseignant. Si vous étiez pour regarder la colonne A et la colonne B, quelle distinction feriez-vous entre les deux colonnes? Car, si tu me permets, la colonne B, dans le fond, les éléments sont beaucoup plus descriptifs, donc ils vont appuyer beaucoup plus l'élève dans son cheminement. Puis ça va l'aider davantage que la colonne A. Merci, Annie. Alors, la colonne B est beaucoup plus descriptif et outillante pour l'élève dans son cheminement. On peut s'imaginer un élève qui dit, dans mon travail, j'ai une phrase d'introduction, j'ai 3 arguments, j'ai une phrase de conclusion, j'ai 3 éléments visuels, puis j'ai un titre, niveau 4. Mais quand le prof corrige, l'enseignant corrige, c'est peut-être pas juste ça qu'il regarde finalement. Fait que l'élève, si on veut être transparent et clair au niveau de nos attentes, il faut s'assurer qu'il y a un autre processus qui se passe. Ce n'est pas juste d'avoir des exigences, mais de voir comment on génère une certaine qualité. Puis souvent, c'est les adjectifs qualificatifs. On a beaucoup travaillé avec Bloom les verbes, mais je pense qu'à quelque part, on veut aussi travailler les adjectifs parce que c'est de ça qu'on veut discuter, de quoi ça a l'air un titre accrocheur. Mais il faut en examiner, il faut savoir c'est quoi. Si on veut que ça soit pertinent, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, comment est-ce qu'on peut s'outiller pour mieux comprendre à quoi ressemble la réussite? Puis autant pour nos enseignants, parce que dans le fond, eux autres, s'ils ont juste un certain nombre d'exigences, puis on dit, on doit rendre les élèves actifs. Mais comment on sait qu'ils apprennent? Puis comment on sait qu'on le fait d'une bonne façon?
Puis, des fois, on mise beaucoup sur les exigences comme des preuves rapides. Les critères sont sur les murs, oui. Ça, c'est une exigence. C'est-tu des bons critères? Est-ce qu'ils sont réutilisés? Est-ce qu'ils sont réinvestis? Ça devient au niveau de la qualité. Donc, on veut aussi mousser l'idée de Quality Implementation. C'est un livre de Stephen Katz et de Mme Donahue. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on veut être capable de ne pas juste mettre des choses en place à partir d'exigences, mais de vraiment discuter de quoi ça a l'air quand c'est bien fait. Ouais, Quality Implementation, merci Jean-Marc. Donc, il faut garder ça aussi en tête comme équipe pour qu'on ait ces discussions-là, puis qu'on n'ait pas, des fois, dans nos grilles de monitorage, juste en train de cocher des exigences, mais qu'il n'y a pas une profondeur ou une idée de comment on le fait bien. Donc, c'est cette culture-là qu'on veut aussi faire ensemble pour dire, bien, je sens que j'ai un impact, je sens que je suis en train de le faire, puis je développe mon sentiment de compétence. C'est ce qu'on remarque en travaillant avec les équipes écoles qu'on accompagne aussi, que c'est vrai pour la salle de classe, pour l'élève, que les critères d'évaluation devraient être un jumelage des exigences de la tâche et des critères de jugement, qui sont beaucoup plus qualitatifs, comme Pierre l'a mentionné. Mais c'est vrai pour le personnel enseignant aussi, quand on veut travailler et offrir de la rétroaction aux membres de notre personnel. Comme Pierre l'a dit, si on se base seulement sur des exigences, c'est très peu profond et très peu réfléchi. Et ça mène pas vraiment à des débouchés au niveau de l'amélioration de la pratique professionnelle de l'enseignant. Il faut vraiment regarder conjointement avec l'enseignant qu'on accompagne les critères de jugement et puis les critères d'évaluation pour justement aller vers des objectifs de maîtrise, pas juste des objectifs de performance. C'est ça que Katz explique dans son livre, comment évoluer d'une culture axée sur des exigences ou des indicateurs de performance. Tu l'as fait 4 fois le 5, tu as eu 85 tu as pris ton assiduité 10 fois pendant le mois, ainsi de suite. C'est très noir sur blanc. Ça nous rassure parce que c'est pas débattable. Mais quand on parle de critères de maîtrise ou d'indicateurs de maîtrise, c'est plus subtil, mais c'est beaucoup plus profond aussi dans l'amélioration de la pratique. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer des critères de jugement au niveau du monitoring? On ne voulait pas trop vous donner des réponses, là, mais si on accompagne notre équipe école, à quoi pourraient ressembler des critères de jugement ou, pour emprunter le langage de TC2, une combinaison de critères de jugement et d'exigence au niveau des critères d'évaluation? À quoi que ça pourrait ressembler pour un accompagnement d'enseignants? Ou au sens large, le monitoring de l'équipe école au complet. AB, je crois que c'était Annie. Je ne sais pas si c'est une vieille main ou une nouvelle main, mais je sens pas bien à l'aise de prendre la parole. Ça a dû être une vieille main. Donc, un exemple concret auquel on pourrait penser quand on parle de critères de jugement au niveau du monitoring, c'est juste se décrocher de l'acte d'utiliser la stratégie pédagogique puis d'aller rejoindre justement les critères descriptifs qu'on utilise pour amplifier la pratique pédagogique. Si, par exemple, on voudrait utiliser un mur de mots, on aimerait voir les enseignants utiliser un mur de mots, on pourrait ajouter des descripteurs comme percutant, pertinent, approprié. C'est des mots de la roue qui sortent quand on pense à ça. En reformulant l'énoncé pour dire l'enseignant utilise un mur de mots avec ses élèves à des moments appropriés pour faire ressortir le vocabulaire percutant et pertinent des tâches. Déjà, c'est beaucoup mieux, puis c'est amplifié que juste l'enseignant utilise un mur de mots dans sa salle de classe. Donc, une petite différence entre des indicateurs de performance, oui ou non, on l'utilise ou non, puis des indicateurs de maîtrise, où est-ce qu'on va un petit peu plus loin, on se pose des questions à savoir mais c'est comment on pourrait l'utiliser de façon efficace, pertinente, percutante, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? La seconde qu'on commence à se poser ces questions-là, on est beaucoup plus posé à recevoir une rétroaction pour engager dans une conversation de rétroaction.
Oui, puis Hélène, elle parle des PAE. Donc, souvent, dans nos PAE, on va élaborer ces genres de constats-là, de à quoi ça ressemble quand c'est bien fait, qu'est-ce qu'on cherche à observer, à comprendre, puis de savoir le why this, why now. Sandworks utilise souvent ce terme-là. C'est d'utiliser la bonne chose au bon moment aussi, puis de comprendre les intentions. On travaillait des fois des talk moves dans le contexte mathématique, puis on se retrouve dans une autre situation qui ne sont pas les mathématiques. Puis, évidemment, tous les élèves ont la main levée, puis l'enseignante essaie d'y aller un par un avec les élèves. Puis, finalement, il y en a qui décrochent, ça commence à perdre le contrôle, puis c'est un vendredi après-midi, puis ils sont un petit peu énervés. Puis à la fin, on jasait, puis on disait, ouais, on aurait peut-être pu faire un talk move. Là. On aurait pu dire, ben, tourne-toi et parle, parce que tout le monde a des idées, faites-les parler ensemble. Ensuite, maintenant, en petit groupe, puis, je fais ça en mathématiques, je n'ai pas pensé de le faire en études sociales. En tout cas, c'est ces genres de constats-là qu'on peut faire comme équipe quand on travaille ces stratégies-là. C'est de voir à quoi ça ressemble, pourquoi je l'applique, puis comment, puis quand. Puis ça devient de plus cerné. On cerne davantage l'intention. Au niveau de la clarté, pour résumer le dernier point, essentiellement, on veut donner des commentaires avec intention. On parle de la tâche, du processus. Remarquer qu'on ne s'attaque pas aux croyances personnelles ou aux valeurs, ainsi de suite. C'est vraiment, on parle de l'action tangible. On donne la rétroaction au sujet de l'action tangible. La tâche, le processus, la capacité de la personne ou de l'élève à suivre ses propres progrès au niveau de l'autorégulation. C'est toutes des cibles au niveau de la rétroaction qui peuvent être très profitables. La rétroaction axée sur la tâche, sur le processus, sur l'autorégulation, comme on vient de dire. Et puis les éloges et les compliments, c'est toujours bien reçu. Il faut faire attention de ne pas perdre de vue l'essentiel de la rétroaction en faisant le pain trop épais dans le sandwich. Là, pour ceux qui utilisent l'analogie du sandwich quand on donne la rétroaction, si le pain est un peu trop épais, ben, on oublie la viande. Hein? Puis je pense que c'est important de quand même être honnête et authentique dans la rétroaction qu'on offre. Toujours dans une culture d'amélioration continue. Puis si on arrive à bâtir cette culture-là, on réalise que la viande est là pour nous aider. Là. Elle est là pour améliorer notre pratique, puis s'améliorer en tant qu'équipe école. Puis c'est ce genre de culture-là qu'on cherche à développer. On en a parlé tantôt que c'est pas linéaire comme rétroaction. La rétroaction, c'est vraiment, c'est pas linéaire comme relation. La rétroaction, c'est vraiment plus une boucle bilatérale. Donc, je donne et j'aide le personnel ou les élèves à comprendre la rétroaction, j'interprète et j'agis sur la rétroaction qui m'est donnée. Puis les questions que les personnes nous posent en fonction de la rétroaction nous aident nous-mêmes à cheminer en tant qu'accompagnateur. Donc, c'est un processus continu, puis c'est dans les deux sens, c'est pas unilatéral. Puis c'est quand même une erreur assez commune où est-ce qu'on fournit la rétroaction, puis on a l'impression, on a la perception que c'est pas utilisé. Le monitoring de notre propre rétroaction se fait dans la conversation puis le questionnement par la suite. L'autorégulation, quand même assez difficile à développer chez les élèves et les membres du personnel, mais ça régule les actions en fonction d'un objectif d'apprentissage. Est-ce qu'on est capable de se donner un objectif d'apprentissage nous-mêmes qui dépasse peut-être ce qu'on a identifié dans le PAP ou au moins qui est aligné avec ce qu'on a mis dans notre plan d'amélioration personnelle? Puis quand on donne la rétroaction formulée sous forme de questions réflexives ou des questions d'apprentissement, ça nous aide à atteindre ces objectifs-là, à nous motiver à les atteindre. On allait faire une activité de questionnement, mais en faute de temps, on va avancer avec la présentation. Quand on parle de l'auto-évaluation, vas-y Pierre, c'est les 6 traits d'une personne capable. Oui, je pense que c'est assez évident. Mais c'est tous des éléments qui sont au service de la clarté. Donc, le monitorat, si on est capable de monitorer notre propre progrès aussi, ça nous aide à se fixer des objectifs, puis à reconnaître des buts, puis les partager aux autres aussi pour qu'on puisse transmettre dans les deux sens le cheminement que nous-mêmes on remarque. On voit quand même un taux d'effet très, très, très élevé quand on développe ces capacités-là chez les membres du personnel, puis les élèves, bien entendu, dans un processus d'amélioration continue. On voulait terminer avec une vidéo, mais c'est quand même 6 minutes de vidéo, puis il nous reste que 4 minutes. Mais on peut peut-être tirer les grandes lignes de la vidéo. De toute manière, la vidéo est en anglais, mais on vous la laisse dans la présentation. C'est notre collègue Bill Ferrider, conférencier pour Solution Tree et enseignant de salle de classe de 6e et 8e année, nouvellement à la retraite. Bill, on a travaillé beaucoup avec lui, puis il vient de publier un livre, en fait, il y a à peu près 1 an et demi, au sujet de la création des cultures de rétroaction dans les écoles. Très intéressant.
très interpellant comme vidéo aussi. Puis les constats qu'il fait, les mythes un peu, si on veut, au niveau de la rétroaction. Il dit, malheureusement, la grande majorité de mes élèves ont déclaré arriver en 6e et 8e année. Ils ont quand même un certain cheminement scolaire. Ils disent qu'ils n'ont jamais avoir pris le temps d'évaluer systématiquement leur propre travail, peu importe le sujet au niveau scolaire. Ils n'ont jamais fait, on ne les a jamais invités à le faire. La grande majorité de ces élèves se sont donné des commentaires justes lors de l'évaluation de leur propre travail. Une fois qu'on leur donne l'occasion, les élèves, en fait, sont quand même assez justes dans l'évaluation de leur travail ou le travail de leur père. La majorité des élèves ont aimé donner et recevoir des commentaires avec leur père, plus que recevoir des commentaires de ma part. Puis en blaguant, il dit, les gens vont peut-être penser, ouais, ben, c'est parce que je respecte plus mes collègues, puis l'enseignant, je le respecte, mais c'est pas mon ami, donc ça n'a aucunement rapport avec ça. C'est juste, il dit, quand les élèves me le disent, ils disent, ben, M. Fairler, on te remet quelque chose, ça te prend 2 semaines à le corriger, puis là, par le temps qu'on reçoit ta rétroaction, il est trop tard. Tandis qu'avec les pairs, c'est plus instantané. Puis ça reprend l'idée que si on est la seule personne dans notre équipe école à donner de la rétroaction, on n'y arrivera probablement pas. De la même façon que si l'enseignant, c'est la seule personne à offrir de la rétroaction en salle de classe, ça va être difficile, ça va être laborieux, puis ça ne sera probablement pas en respectant les critères d'une rétroaction efficace, malheureusement. Puis c'est pas par manque d'effort de la personne ou de l'enseignant, c'est simplement pas réaliste de croire qu'on peut le faire dans des délais plus restreints. Puis la grande majorité de ces élèves voulaient tout de même se donner une note numérique, qui est un peu triste. Puis le constat qu'il fait, c'est qu'arrivé en 6e puis 8e année, les jeunes ont comme compris le jeu de l'école, que c'est tout à propos de la note. Puis il dit, j'espère qu'en créant des cultures de rétroaction efficaces, on peut dépasser ça pour aller vers des indicateurs de maîtrise puis un sentiment d'accomplissement d'un travail bien fait qui dépasse juste la note numérique ou la note globale. Donc, quand on pense à notre personnel scolaire, on pense aux structures qui sont présentes dans nos écoles et dans nos équipes, comment est-ce que ces commentaires-là résonnent? Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour les élèves dans nos salles de classe? Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour les membres du personnel dans nos équipes écoles qui ne sont pas invités à se donner de la rétroaction? Puis si la réponse est oui, ben moi, en tant que leader, comment est-ce que je peux créer ces contextes-là pour les aider à aller un petit peu plus loin? Je laisse terminer avec la roue, Pierre. Oui, alors grosso modo, si on résume un peu ce que c'est de la rétroaction efficace, elle donne le goût d'apprendre, elle prospère dans un environnement sain, elle clarifie l'objectif, les critères, les intentions pédagogiques, elle informe sur les progrès, elle met en évidence les prochaines étapes, elle est adaptée et différenciée aux besoins. Puis ça favorise aussi le regard sur soi, puis elle circule de façon bilatérale. C'est-à-dire, on peut questionner, on peut apprendre ensemble, on peut se donner des objectifs communs. Oh, ton micro. Donc, la question à se poser, désolé. Puis, c'est quelque chose qu'on fait avec les directions qu'on accompagne aussi. Puis, je pense que c'est une bonne question à se poser. C'est quoi notre prochain petit pas? C'est quoi notre prochaine action tangible pour créer une culture de rétroaction dans notre service, dans nos écoles, dans ma salle de classe pour les enseignants ici présents? Puis, la question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on se pose la question des fois, comment est-ce que je m'améliore en tant que leader? Puis la question qui suit, c'est comment je le sais? Puis la réalité, c'est si nous, en tant que leader, on se pose cette question-là, comment est-ce que je m'améliore comme leader? Comment je le sais? C'est quoi mes indicateurs? Les chances sont que les membres du personnel se posent la même question sont quand même très, très grandes. Donc, on vous propose ce premier petit pas-là, c'est de vous poser cette question-là. Comment est-ce qu'on s'améliore en tant que leader, puis comment qu'on le sait? Ou peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà. Donc, ça serait quoi votre prochain petit pas pour créer des cultures de rétroaction dans vos écoles, dans vos équipes d'enseignants? Donc, sur ce, on arrive à la fin de la présentation. On voulait certainement vous remercier d'avoir passé 1 heure avec nous ce matin. Toujours un plaisir de présenter avec mon collègue Pierre, puis ça faisait quelques années qu'on ne l'avait pas fait, donc très heureux de pouvoir le refaire encore ce matin. Puis ça va nous faire plaisir de demeurer en ligne si jamais vous avez des questions. Puis si c'est de manière asynchrone, vous pouvez toujours nous écrire aussi par courriel, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous, à nos collègues d'ailleurs en province. Un gros merci. Eh bien, merci à toi, Jean-Marc. Merci à toi, Pierre, pour la belle
formation sur la rétroaction que vous nous avez donnée. Alors, ça sera à mon tour de vous donner une rétroaction. Donc, il faudrait que je vous présente tous les critères que je me suis faite pour ceci. Et puis, mais ça sera, inquiétez-vous pas, votre tour va venir, puis on va se revoir bientôt pour ce faire. Alors, merci pour les bonnes stratégies à haut impact, à fort impact. Je le sais qu'on travaille très fort là-dessus au CE-CCE. Et puis, l'importance d'être efficace dans ce qu'on dit et dans le message qu'on envoie aussi pour que le changement puisse se faire tranquillement, pas vite, mais qu'il puisse se faire réellement. Alors, je vous invite, je le sais que Simone a mis dans le clavardoir le lien pour aller compléter le formulaire de rétroaction. Ce serait vraiment apprécié de votre part. Et je me permets aussi de vous inviter et de réitérer l'invitation à la conférence de ce midi de Mme Desmarais. Donc, à midi, Simone aussi a eu l'amabilité de mettre le lien dans le clavardoir. Donc, je vous invite à vous y brancher. Et on se revoit après le dîner, donc vers midi, et les ateliers de l'après-midi par la suite. Un grand merci encore, Pierre, Emma et Jean-Marc. Bonne journée tout le monde. Salut. Bonne journée, merci.